Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo de la série Mouvement et Interaction consacrée à l'utilisation de la deuxième loi de Newton. Avant de s'intéresser à la deuxième loi de Newton, il faut savoir que toutes ces lois s'appliquent au centre de masse du système et dans un référentiel galiléen. On va donc préciser ces deux notions pour commencer. Le centre de masse, c'est le point qui va avoir le mouvement le plus simple. On voit ici sur un lancer de massue que les trajectoires différentes représentées, parmi celles-ci, une seule est simple, c'est la rouge qui ressemble à une parabole. Les autres sont beaucoup plus compliquées. Le point qui correspond à la trajectoire rouge, c'est le centre de masse. Et il correspond à la position moyenne de la masse du système. On ramène souvent le système à un point, ce sera ce point-là, le centre de masse, et on estimera qu'il possède toute la masse du système. Lorsque le système est homogène, ce centre de masse va correspondre au centre géométrique. Par exemple, c'est le centre d'un parallélépipède, le croisement des diagonales, ou encore le centre d'une sphère. Passons au référentiel galiléen. Il est défini par la première loi de Newton, qui peut s'énoncer comme suit. Dans un référentiel galiléen, si le système est soumis à une résultante des forces qui est nulle, alors il est soit au repos, soit en mouvement rectiligne et uniforme. Précisons que la résultante, c'est ce qu'on appelle la somme des forces qui s'appliquent sur le système. On dit aussi, quand la résultante des forces est nulle, que les forces se compensent. En seconde, cette première loi, on l'a appelée le principe d'inertie. Alors, c'est une définition pratique, puisque pour savoir si le référentiel est galiléen, en fait, il va falloir vérifier que la première loi s'applique. Et ça, donc, il va falloir vérifier avec des mesures que le principe est respecté. Il n'y a pas de référentiel galiléen en théorie. Cela va dépendre de la situation, de l'échelle de distance et de temps par rapport au référentiel. Alors prenons quand même quelques exemples. Les référentiels qui peuvent être considérés comme galiléens, c'est le référentiel terrestre dans la plupart des situations, comme à peu près tous les lancers, comme ici pour le service au tennis, ou encore sur les mouvements des véhicules sur une courte distance par rapport au périmètre de la Terre. On a aussi le mouvement de la Lune autour de la Terre, donc dans le référentiel géocentrique. Le référentiel géocentrique pourra alors être considéré comme galiléen, et on aura la même chose pour le référentiel héliocentrique avec le mouvement des planètes autour du Soleil. Alors on profite de ce dernier schéma pour signaler que la troisième loi de Newton est aussi connue sous le nom de principe des actions réciproques. C'est-à-dire que lors d'une interaction entre deux corps A et B, la force exercée par A sur B est égale à l'opposé de la force exercée par B sur A. Et ça, c'est valable que la force soit à distance comme ici ou de contact comme là. Venons-en à la deuxième loi de Newton qui s'écrit que la somme des forces extérieures appliquées au système est égale au produit de la masse du système par le vecteur accélération. Il existe deux manières d'utiliser cette loi en fonction de ce que l'on connaît. On va commencer si on connaît le mouvement du système, par exemple par une étude de vidéo et d'une chronophotographie. On a alors les coordonnées x de t et y de t du vecteur position au cours du temps. On peut, en dérivant, obtenir les coordonnées du vecteur vitesse, comme on l'a vu dans la première vidéo, par Vx égale la dérivée de x de t, et Vy, c'est la dérivée de y de t. En dérivant à nouveau les coordonnées de v, cette fois-ci, on peut obtenir les coordonnées de l'accélération. De même, vu dans la première vidéo, ax c'est la dérivée de vx par rapport au temps, et ay c'est la dérivée de vy par rapport au temps. À partir de là, on peut en déduire la somme des forces, que l'on va pouvoir considérer comme une seule force, qu'on appelle la résultante, et les coordonnées de cette force seront alors fx égale m fois ax, et fy égale m fois ay. Deuxième possibilité, plus théorique, si on connaît les forces qui s'appliquent sur le système, on va alors pouvoir déduire assez facilement le vecteur accélération puisque le vecteur A est égal à la somme des forces divisée par m. Mais on verra surtout dans la vidéo suivante, dans le cas d'un champ de force uniforme, que la connaissance des coordonnées de l'accélération, ce qui est le cas après avoir connu les forces, permet d'obtenir celle de la vitesse en effectuant des primitives sur chaque coordonnée, puis celle de la position en effectuant une nouvelle fois une primitive sur les coordonnées de la vitesse cette fois. On aura donc obtenu ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement, dont on reparlera dans la prochaine vidéo. On
peut donc prédire le mouvement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.